Si tu veux connaître les 3 actions que j'ai sur mes radars ce mois-ci, c'est ici que ça se passe. Salut les amis, toujours un vrai plaisir de vous retrouver. Alors, il y a peu de chances que tu ne sois pas d'accord avec moi si je te dis que les marchés US ces derniers temps nous ont pas vraiment épargnés. Et pourtant, lorsque tu jettes un œil aux principaux indices, tu ne vois rien de plus qu'un tout petit accroc sur leurs diagrammes respectifs. Le S&P 500 n'est plus très loin de son niveau le plus haut jamais atteint. Pareil pour le Dow, qui lui ne semble vouloir qu'une seule chose, c'est retrouver les 35 000 points. Et il n'y a que le Nasdaq qui, lui, a signé un parcours un peu plus chaotique sur les 6 derniers mois. Mais comme tu peux le voir, rien de bien catastrophique au regard de la jauge de ses performances sur les 52 dernières semaines. Mais pourtant, lorsqu'on ouvre nos portefeuilles, c'est pas vraiment la même histoire. Puisque la plupart des actions qui nous intéressent se sont fait littéralement détruire. Regarde ça. Le géant Microsoft a perdu plus de 9% depuis le début du mois de mai. Netflix, moins 15. Square, moins 30. Et même sanction pour Uber, avec moins 30%. Mais ça, c'est plus ou moins les bonnes nouvelles. Car si on remonte un peu plus loin, il y a des valeurs pour qui la fête est terminée depuis bien longtemps. Puisque par exemple, Plug a perdu près de 75% depuis son niveau le plus haut qu'elle a signé au mois de janvier. NIO, sur la même période, a vu son cours chuter de 53%. Alibaba, moins 35% en tout juste 6 mois. Et Tesla, que vous êtes très nombreux à surveiller de près, a perdu presque 40% sur les 4 derniers mois. Alors, tu l'auras compris, si on prend une photo générale des marchés, on peut dire que le secteur tech est en perdition depuis quasiment le début de l'année. Et c'est bien évidemment la raison pour laquelle le Nasdaq underperforme les autres principaux indices. Puisque sur les 3 derniers mois, il a donné un retour négatif de 4,72%, alors que le S&P 500 offre lui un joli plus 6% sur la même période. Le Dow lui met tout le monde d'accord avec plus 9%, et ça grâce à cette rotation des capitaux du secteur tech vers le secteur industriel. Alors, la question qu'il faut se poser si tu te considères comme un investisseur long terme, c'est de savoir si cette correction que le secteur tech a ou est en train de traverser peut nous offrir de bonnes opportunités pour ouvrir ou consolider certaines de nos positions. Car ce qui doit être la priorité de tous ceux qui ont une stratégie d'investissement long terme, c'est de s'assurer d'acheter leurs actions au meilleur moment et par conséquent au meilleur prix. Et la bonne nouvelle, c'est que la récente chute a permis de rendre certaines valeurs bien plus attractives aujourd'hui que ce qu'elles étaient il y a 3 mois auparavant. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 actions que j'ai sur mes radars. Ce sont des valeurs que je n'ai pas encore sur mes portefeuilles et aujourd'hui, je vais te dire ce qui m'intéresse chez elles et à quel prix elles pourraient venir rejoindre la liste de mes positions. Et comme si ça ne suffisait pas, je vais aussi te donner en bonus à la fin de cette vidéo la nouvelle action qui est venue rejoindre la liste des actions du portefeuille public il y a de ça quelques semaines déjà. Une info que j'ai d'ailleurs partagée en exclusivité le jour même de l'ouverture de ma position avec ma communauté Patreon. Et si toi aussi tu souhaites venir nous rejoindre et bénéficier de contenus exclusifs réguliers, tu trouveras ce lien dans le pin comment et dans la description de la vidéo. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti, on commence avec la première action de la liste dès que tu auras éclaté le like. C'est comme ça que ça marche. Du moins, ça aide la chaîne. La première action que j'ai sur mes radars, c'est Apple. Et cette action et le business qu'elle représente est tout simplement impressionnant. Tu vas comprendre pourquoi et tu vas aussi comprendre pourquoi Charlie Munger et Warren Buffett adorent Apple. Et je te rappelle au passage que les 2 dinosaures que tu viens de voir passer sont les maîtres Jedi des investisseurs long terme. Et occasionnellement, leur fortune cumulée dépasse les 110 milliards de dollars. Ouais, je suis d'accord avec toi. On ne dirait pas, et ils sont à des années-lumière de l'image du milliardaire que la télé veut te vendre. Quoi qu'il en soit, eux, ce qui les intéresse en tant qu'investisseurs long terme, et ce qui leur a permis de construire leur fortune, c'est pas la frime et les voitures de sport. Non, c'est plutôt d'investir dans de très bons business rentables. Et Apple remplit sans aucun problème leurs critères de sélection. Pour t'en rendre compte, on peut commencer par regarder leurs derniers résultats, qui ont littéralement explosé les prévisions. L'EPS, qui est, je te le rappelle, un ratio calculé en divisant les bénéfices nets de l'entreprise par le nombre d'actions en circulation, a été pour les 3 derniers mois de 1,40$ contre 98 cents estimés. Et pour les revenus, c'est tout simplement incroyable.
puisqu'Apple a dépassé les estimations de plus de 12 milliards de dollars en réalisant 89 milliards de recettes pour les 3 premiers mois de l'année 2021 contre 77 milliards estimés. Et ce qui rend cette entreprise encore plus impressionnante, c'est aussi son niveau de rentabilité. Regarde ça. Marge d'exploitation, 23,8%. Rendement des actifs, 17,3%. Et plus de 32% de retour sur les capitaux investis. Ce qui veut dire qu'Apple investit son argent à un taux de rendement très élevé. Et c'est un paramètre très important à prendre en considération car ça va te servir de guide et qui va te permettre de savoir si en tant qu'investisseur, tu peux te permettre de payer plus cher pour t'offrir une part de ce business. Puisque sur les marchés, en général, les retours sur les capitaux investis sont d'environ 10%. Donc, pour des entreprises comme Apple qui sont bien au-delà de cette moyenne, tu peux éventuellement envisager de payer un premium pour t'offrir une part de ces très bons business. Alors, Apple, juste pour ta culture générale, il faut savoir que c'est la plus grosse entreprise au monde avec une capitalisation boursière de plus de 2000 milliards de dollars. Son PE ratio est de 27,9 et ça, c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Car ça veut dire que malgré la baisse que son cours a connue la semaine dernière, cette action n'est toujours pas bon marché. Pour ceux que ça intéresse, Apple paye un dividende, mais qui ne va pas forcément te permettre de générer un cash flow suffisant pour te la couler douce sur une plage jusqu'à la fin de tes jours. Car son dividende yield n'est pour l'instant que de 0,64%. Alors, à ce niveau-là, tu peux te demander pourquoi Apple m'intéresse. Puisque comme on vient de le voir, le prix de l'action est élevé et son dividende ne fait pas vraiment rêver. Eh bien, une des raisons qui me donne envie de voir Apple rejoindre un de mes portefeuilles, et probablement le public que tu peux suivre au jour le jour sur le Patreon, c'est que ce business est une vraie pompe à fric. Regarde ses revenus sur les 5 dernières années. Ils sont passés de 227 milliards à 325 milliards de dollars. Les bénéfices nets, tout aussi impressionnants. 50 milliards en 2016 pour atteindre plus de 75 milliards cette année. Et tu peux mettre ton téléphone, ton iPad ou ta télé sur pause pour te rendre compte que la croissance est constante d'une année à l'autre. Et la régularité des résultats d'une entreprise, c'est le nirvana des investisseurs. Alors, je peux te dire que j'ai déjà eu plusieurs fois des positions Apple que j'ai à chaque fois revendues en pensant qu'un tel niveau de croissance ne pourrait pas durer dans le temps. Surtout pour un géant comme Apple. Eh bien honnêtement, j'ai eu tort. Car cette entreprise continue à me surprendre de trimestre en trimestre et d'année en année. Alors, comme on vient de le voir, la valorisation actuelle d'Apple n'est pas vraiment attractive. Le cours de l'action a trouvé support la semaine dernière sur sa ligne des 200 jours aux alentours des 120 $. Ce qui pourrait déjà se révéler être un bon point d'entrée pour commencer à gentiment construire une position long terme tout en profitant des futures baisses ou corrections pour charger la mule. Mais pour moi, 110 $ est le seuil que je me suis fixé pour commencer une nouvelle histoire avec ce géant technologique qui a toutes les chances de continuer à nous surprendre et par la même occasion de faire prospérer nos économies. La deuxième action sur mes radars ce mois-ci, c'est Spotify. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas et qui écoutent encore la radio, j'ai un scoop pour vous. Il existe aujourd'hui des plateformes digitales qui permettent d'avoir accès à des millions de titres et de podcasts à travers le monde. Et Spotify est tout simplement le leader dans le secteur, puisqu'ils sont devant leurs principaux concurrents en termes d'abonnés, ou plutôt, ils dominent littéralement la concurrence, qui sont quand même des géants comme Apple, Amazon, Tencent Music et Google avec YouTube Music. Comme tu peux le voir, la plus grosse part de leurs utilisateurs se trouve en Europe, ce qui laisse espérer à terme un fort potentiel de croissance à l'échelle mondiale. Et Spotify fait partie de ces entreprises qui ont largement tiré profit de la crise sanitaire, car le nombre d'utilisateurs n'a fait qu'augmenter tout au long de l'année 2020, pour gagner plus de 24% et passer de 286 millions à 356 millions. Ce que j'aime chez Spotify, c'est la simplicité de son business model, la récurrence de leurs revenus et le niveau de rétention de leurs utilisateurs. Car je suis moi-même client chez eux depuis des années et je ne me vois absolument pas changer de plateforme pour au final retrouver les mêmes services. Spotify a vu ses revenus augmenter considérablement depuis les 5 dernières années, puisqu'ils sont passés de 1 milliard en 2017 pour atteindre cette année quasiment 10 milliards de dollars. Et pourtant, depuis février, date à laquelle le cours a atteint son niveau le plus haut, avec une action à plus de 380 $, c'est la chute libre.
Une chute qui s'est accélérée après l'annonce des résultats du premier trimestre pour dépasser les 40% de baisse en tout juste 3 mois. Et pourtant, ces résultats sont pas si mauvais. C'est même d'ailleurs tout le contraire. Car comme tu peux le voir, ils ont dépassé les estimations aussi bien pour l'EPS que pour les revenus. Mais le catalyseur de cette baisse, pour moi, il faut aller le chercher dans le nombre de nouveaux abonnés, qui a augmenté de 24% pour le trimestre avec 356 millions d'utilisateurs supplémentaires, un chiffre honorable, mais qui reste trop court de 4 millions pour atteindre les 360 millions qui étaient initialement prévus. Donc, un certain ralentissement du nombre de souscriptions qui, pour moi, ne représente aucun danger majeur, puisqu'il fait suite à un pic de nouveaux arrivants sur la plateforme généré par la crise sanitaire. Un scénario d'ailleurs qu'on a vu sur d'autres plateformes comme Netflix ou Disney+. Alors, Spotify a une capitalisation boursière de 42 milliards de dollars, c'est-à-dire que si tu voulais racheter la boîte en achetant toutes les actions en circulation, il te faudrait faire un chèque de 42 milliards. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est un bon prix? Et pour moi, c'est pas trop mal. Ce business ne fait pas encore de bénéfices, je suis d'accord avec toi. Mais il faut se dire que c'est probablement pas leur préoccupation principale, car leur objectif est plutôt de dépenser leur argent pour se développer davantage. Et on ne peut pas vraiment reprocher à une growth stock de se concentrer sur la croissance de son business. Alors, ce que j'aime chez Spotify, c'est l'augmentation constante de ses revenus, mais aussi sa santé financière, puisque le total de ses dettes ou ses liabilities sont largement couvertes par le total de ses assets. Tu t'en rends mieux compte sur ce slide de nos amis de Simply Wall Street. Donc, personnellement, j'aime Spotify à moins de 220 $, mais je l'aime encore plus à 200 $, puisqu'ouvrir une position à ce niveau-là m'offrirait une marge de sécurité supplémentaire qui me permettrait d'augmenter mes chances de réaliser de jolis retours tout en limitant ma prise de risque. Et ça, même dans un environnement plutôt incertain comme celui qu'on est en train de traverser. La troisième action sur mes radars est Airbnb. Et si celle-là est revenue récemment sur mes écrans, c'est parce qu'on est à plus 6 mois de son introduction en bourse. Et si tu as vu cette vidéo, tu sais que cette période est importante pour moi sur ce type d'action. Alors, cette vidéo, il faut se rendre à l'évidence, n'est pas celle qui a le mieux marché. Et pourtant, elle fait partie de celles qui apportent le plus de valeur à tous ceux qui s'intéressent aux investissements boursiers. Car elle explique le plus simplement possible ce que sont les IPO et comment leurs cours réagissent le plus souvent sur des périodes comprises entre 6 et 12 mois. Et dans cette vidéo que je t'invite à aller voir si tu ne l'as pas déjà vue, je t'explique qu'une fois la phase d'euphorie retombée, qui dure généralement entre 6 et 12 mois, le cours a tendance à se casser la gueule pour revenir à des niveaux qui sont le plus souvent inférieurs au prix du premier jour de l'introduction du titre. Et devine quoi, j'ai un scoop pour toi. Airbnb n'a pas fait exception à la règle, puisque le 10 décembre 2020, le jour de son introduction en bourse, tu aurais touché l'action à 144 $. 2 mois plus tard, elle atteint son pic à plus de 215 $. Et au moment où je prépare cette vidéo, tout juste après cette période des 6 mois, le cours est passé sous la barre des 140 $. Et malgré ça, je dois te dire que même après une baisse de plus de 40% et une action inférieure au prix de son IPO, Airbnb est pour moi encore beaucoup trop cher pour venir rejoindre la liste de mes positions. Mais à ce niveau-là de prix, elle mérite de rejoindre la liste des actions que j'ai sur mes watchlists. Car ce business en a encore sous la pédale. 42% de croissance estimée sur ses revenus pour cette année et 35% pour 2022. Des estimations qui ne m'étonnent absolument pas, surtout avec la réouverture des frontières qui devrait se généraliser très bientôt, ce qui profitera sans aucun doute au business d'Airbnb. Les plus optimistes voient l'arrivée des premiers bénéfices pour Airbnb au courant de l'année avec un EPS de 60 cents, sinon les autres voient au mieux 2022 comme l'année où l'entreprise enregistrera ses premiers profits. Alors, à quel prix je serais vraiment très intéressé de venir me positionner sur Airbnb? Comme je te l'explique dans ma vidéo sur les IPO, il n'est pas rare de voir le cours de ces actions perdre plus de 50% du prix qu'elles avaient le jour de leur introduction en bourse. Et ça, sur des périodes comprises entre 6 et 12 mois qui précèdent la date de leur arrivée sur les marchés. Donc, si on suit cette théorie, on pourrait éventuellement voir avant la fin de l'année le cours d'Airbnb chuter davantage pour passer sous la barre des 80 $. Ce qui serait sans aucun doute un point d'entrée vraiment très intéressant pour venir ouvrir une position long terme
tu auras toutes les chances de pouvoir multiplier par 3 ou 4 mon capital investi sur les 5 prochaines années. Chose promis, chose due. Et j'ai qu'une parole. Donc je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous révéler la nouvelle position du portefeuille public qui est une position de 50 actions Etsy. Une position que je compte bien continuer à construire au fil du temps et qui devrait à terme au minimum atteindre les 100 actions pour ce portefeuille. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Etsy, cette entreprise est une plateforme de e-commerce qui n'a pas pour objectif de venir concurrencer Amazon. Absolument pas. Car sur Etsy, tu vas plutôt pouvoir trouver des produits faits maison, comme de la déco, des fringues ou même des jouets, comme ces figurines Lego Stranger Things, que mon fils de 12 ans s'est offert et qu'il est très fier de montrer à ses amis. Car celles-là, ils les trouveront ni sur Amazon, ni dans le commerce du coin. Tout simplement parce que c'est une personne comme toi et moi qui les a créées chez elle et qui les a vendues sur la plateforme. Donc, le business d'Etsy est de mettre en relation des vendeurs de produits artisanaux ou vintage, la plupart du temps faits main et dans leur garage, à une clientèle internationale. Et leur but est de créer une alternative aux géants de l'e-commerce comme Amazon ou eBay, en offrant une approche beaucoup plus humaine et moins personnelle. Et pour moi, cette approche a toutes les chances d'exploser sur les 5 à 10 prochaines années. Et si t'en doutes, laisse-moi te montrer un slide, juste un seul, parce qu'aujourd'hui je ne veux pas aller trop loin sur Etsy, qui te montre le niveau de croissance des revenus d'Etsy, qui sont passés en 5 ans, écoute bien, de 291 millions à plus de 2 milliards de dollars. Voilà les amis, je ne vous en dis pas plus aujourd'hui sur Etsy. Mais si cette action vous intéresse et que vous voulez une vidéo spécialement dédiée à ce business, faites-le moi savoir en me laissant un commentaire. Avant de partir, n'oublie surtout pas de liker, de partager et de t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Toi et moi, on se retrouve très vite, très vite. En attendant, prends bien soin de toi.